11 juin 1962, 7 heures du matin. Les gardiens d'Alcatraz font l'appel quotidien. 3 prisonniers ne répondent pas. Les gardiens s'approchent et découvrent des fausses têtes en papier mâchées sur leur lit. Frank Morris et les frères Anglin viennent de réussir ce que tout le monde croyait impossible. S'évader de la prison dont personne ne s'évade vivant. Alcatraz, surnommé The Rock. Une île-prison au milieu de la baie de San Francisco, entourée d'eau glaciale entre 10 et 12 degrés Celsius. Des courants mortels, des requins. Depuis sa transformation en prison fédérale de haute sécurité en 1934, 36 tentatives d'évasion ont été recensées en 29 ans. 23 détenus rattrapés, 6 tués, 5 disparus, présumés noyés. Personne n'a jamais officiellement réussi à s'échapper vivant. Al Capone lui-même y a été enfermé. Les douches sont obligatoirement chaudes pour que les détenus ne s'habituent jamais au froid de l'eau. Une stratégie anti-évasion redoutable. 260 à 275 détenus en moyenne. Les gardiens vivent même sur l'île avec leur famille. L'évasion est impossible. Du moins, c'est ce que tout le monde pense. Frank Morris, né à Washington, orphelin ballotté de famille adoptive en famille adoptive. À 13 ans, son premier délit. Avant Alcatraz, il s'est déjà évadé de plusieurs pénitenciers. QI exceptionnel, méthodique, cerveau brillant. Il arrive à Alcatraz en janvier 1960. John et Clarence Anglin, 2 frères fermiers de Géorgie devenus braqueurs de banque. Déjà des tentatives d'évasion à Atlanta, raison de leur transfert à Alcatraz. Ils arrivent en 1960 et 1961. Ils reconnaissent Morris. Ils se connaissent déjà du pénitencier d'Atlanta. À la cantine, quasiment le seul endroit où ils peuvent communiquer discrètement, l'idée germe. Une évasion. Ensemble. Ils recrutent un 4e homme, Allen West. Le plan le plus audacieux jamais conçu dans cette prison commence à prendre forme. Décembre 1961. Ils trouvent de vieilles lames de scie dans les ateliers où Morris travaille. Ils fabriquent même une perceuse artisanale avec un moteur d'aspirateur. Trop bruyante, peu efficace. Mais ils ont les outils. Chaque soir, de 17h30 à 21h, avant l'extinction des feux, ils creusent. Leur cible, les grilles de ventilation au fond de leurs cellules. L'eau salée des toilettes a corrodé les murs. Ça aide. Pendant qu'un creuse, l'autre monte la garde. Morris joue de l'accordéon pour masquer le bruit. Les morceaux de mur sont cachés dans leurs pantalons puis éparpillés pendant les promenades. À chaque pause, ils remettent la grille pour camoufler le trou. Pendant 6 mois, personne ne remarque rien. Mais creuser ne suffit pas. Ils doivent tromper les gardiens lors des rondes nocturnes. Papier toilette mélangé à du savon pour créer du papier mâché. Peinture volée. Vrais cheveux récupérés par Clarence à la coiffure de la prison. Les fausses têtes doivent être assez réalistes pour tromper l'œil dans la pénombre. Pendant des semaines, ils sculptent, perfectionnent. Les visages prennent forme. Ensuite, le radeau. 50 imperméables volés ou donnés par d'autres détenus. John travaille à la blanchisserie, il facilite les vols. Col volé. Le radeau mesure 1,80 m de large sur 4,25 m de long. Forme triangulaire. Une pompe à air fabriquée avec l'accordéon de Morris. Des pagaies en bois artisanal. Tout est caché derrière les murs, dans l'espace qu'ils creusent. L'accès au toit. Une fois le trou terminé, ils accèdent à un couloir de service étroit, moins d'1 mètre de large, derrière le bloc B. Des conduites permettent de grimper jusqu'au toit après avoir retiré un ventilateur. Morris endommage progressivement le ventilateur pour pouvoir le retirer le jour J. Tout est prêt. 11 juin 1962, 21h30. Extinction des feux. Morris, John et Clarence placent leurs mannequins dans leur lit. Ils sortent. Mais Allen West ne peut pas suivre. Son trou n'est pas assez grand. Clarence tente de l'aider depuis les conduits. Impossible. Ils doivent le laisser. Le temps presse. 23 ans. Heure officielle de l'évasion. Les 3 hommes grimpent 9 mètres le long d'un tuyau.
traversent 30 mètres de toit en évitant les projecteurs, descendent 15 mètres, franchissent 4,50 mètres de barbelés, atteignent la rive nord, déploient le radeau. Ils disparaissent dans la nuit glaciale de la baie de San Francisco. West, lui, réussit finalement à sortir vers 2 heures du matin, mais les autres sont partis. Il retourne dans sa cellule, en sanglotant. C'est 13 ans, le lendemain matin. L'appel quotidien. Les gardiens découvrent les fausses têtes. Alerte générale. 8 heures ans. Signalement dans toute la région. La plus grande chasse à l'homme depuis l'affaire Lindbergh est lancée. Avions, bateaux, chiens de Saint-Quentin, police mobilisée. Tout le monde les cherche. Quelques jours plus tard, les indices apparaissent. Une pagaie en bois, des effets personnels dans un sac imperméable près d'Angel Island. Mais pas de corps. Les chiens suivent une piste jusqu'à la mer. West, interrogé, révèle tout. Direction Angel Island, puis traversée vers Tiburon, vol de voitures et vêtements, séparation. C'était le plan. Le verdict officiel tombe. Présumé noyé. Courant fort. Marée haute cette nuit-là. Eau glaciale. Un corps est retrouvé en juillet, trop détérioré pour identification, dans l'eau depuis 5 semaines. Sans argent, sans vêtements secs, aucun vol signalé dans le comté de Marin les 12 jours suivants. Le FBI classe l'affaire en 1979 après 17 ans d'enquête. 1757 pages de dossier. Conclusion, ils sont morts. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2013, une lettre arrive aux autorités. L'auteur dit être John Anglin, 83 ans, malade d'un cancer. Je cite, « L'évasion a réussi, mais de justesse. Frank Morris est mort en 2008, Clarence en 2011. Si vous me promettez seulement 1 an de prison, je vous dirai où je suis. Test ADN, non concluant. La police classe la lettre comme canular. Mais en 2018, de nouvelles preuves troublantes sont révélées. Une photo de 1975 montrant prétendument John et Clarence au Brésil, prise par un ami trafiquant de drogue nommé Fred Brizzi. Des experts forensiques confirment, la photo date bien de 1975 et les 2 hommes sont plus que probablement les frères Anglin. Des cartes de Noël non affranchies signées par les frères. Leur mère recevait des fleurs anonymes chaque fête des mères. À ses funérailles, 2 inconnus étaient présents. Nouvelle théorie, ils auraient volé un câble électrique pour s'accrocher à un bateau de service partant vers minuit, se faisant remorquer. Un garde dit avoir vu un bateau s'arrêter 15 minutes cette nuit-là. Témoignage écarté à l'époque. En 2003, l'émission Mythbusters teste l'évasion. Verdict, plausible. Le US Marshal Service maintient l'affaire ouverte jusqu'à ce que le plus âgé atteigne théoriquement 100 ans. Les cellules sont reconstituées à Alcatraz, visitées par plus d'1 million de touristes par an. L'évasion devient le symbole de l'impossible devenu possible. Ont-ils survécu? Personne ne le saura jamais avec certitude. Mais une chose est sûre. 3 hommes ont réussi l'impossible avec des cuillères, du papier toilette et des imperméables. Et 63 ans plus tard, le monde entier se demande encore s'ils ont gagné leur liberté ou trouvé leur tombe dans les eaux glacées de San Francisco.